Cette vidéo fait suite à la vidéo 811 du calcul du champ d'un solénoïde. Pour calculer le champ du solénoïde infini, on a besoin de calculer le champ sur l'axe. Donc ici, il s'agit de calculer le champ sur l'axe du solénoïde. Donc on a un solénoïde avec une densité surfacique de courant, solénoïde infini, et on veut calculer le champ d'un point M quelconque de l'axe du solénoïde. L'invariance par translation nous assure que ce champ va effectivement être uniforme. On l'a déjà vu pour n'importe quel point du solénoïde. On a vu que sur une ligne de champ, le champ était le même. Donc ici, l'axe du solénoïde est une ligne de champ particulière. On peut s'apercevoir par symétrie que le champ va être sur l'axe des Z. Donc le calcul va se faire en décomposant en fait notre solénoïde en petites spires élémentaires de courant, et on va utiliser, on n'a pas ici suffisamment de renseignements pour déterminer directement par symétrie le champ sur l'axe. On a utilisé au maximum le théorème d'Ampère, donc il s'agit ici tout simplement d'utiliser la loi de Biot et Savart pour déterminer ce champ. On va décomposer le calcul du champ en deux. On va commencer par calculer le champ créé par une boucle de courant, ici, et ensuite on fera la somme des champs créés par chacune des boucles de courant pour la répartition infinie de boucles de courant. Pour cette boucle de courant élémentaire de hauteur dz, eh bien l'intensité dI sera égale à JS dz. C'est le même calcul que pour l'intensité enlacée par le contour dans le calcul, dans l'application du théorème d'Ampère pour le solénoïde. Et donc on obtiendra ici une intensité dI égale à NI dz ou bien JS dz. On l'a dit par symétrie, plan passant par M orthogonal à l'axe des Z est un plan de symétrie de la répartition de courant. Donc le champ magnétostatique total B de M est sur Z. Si maintenant on s'intéresse seulement au champ dB, eh bien on peut s'apercevoir que là aussi, si on prend cette fois-ci des plans contenant M et l'axe Z, on a affaire à des plans d'antisymétrie. Donc on peut prendre deux de ces plans. Ce sera des plans d'antisymétrie de la répartition de courant, cette fois-ci seulement pour la boucle de courant. Donc le champ en M appartenant à ces deux plans, il sera sur l'axe Z. Donc non seulement le champ B de M est sur l'axe Z par symétrie par rapport à un plan de symétrie, mais le champ dB est aussi sur l'axe Z en utilisant la symétrie par rapport à des plans d'antisymétrie. Pour le champ D2B, le champ élémentaire qu'on trouve dans Biot et Savart, les choses sont un petit peu plus compliquées puisque ce champ élémentaire ne fait pas intervenir de boucle de courant fermée. Ce n'est donc pas un champ magnétostatique, il ne vérifie pas les équations de Maxwell. On ne peut donc pas utiliser pour lui simplement des propriétés de symétrie, un petit peu plus compliquées. C'est pour ça qu'on a toujours intérêt, en utilisant Biot et Savart, à utiliser une décomposition faisant intervenir des boucles de courant qui donnent accès à un champ dB qui reste un champ magnétostatique. Donc D2B n'est pas un champ magnétostatique, par contre dB et B sont des champs magnétostatiques. Le champ étant sur l'axe, il suffit tout simplement ici de calculer sa composante sur l'axe. Pour ça, on va repérer un point P de cette répartition de courant. Et on va utiliser Biot et Savart. Le champ dB pour la boucle de courant, c'est mu0, l'intensité, donc dI sur 4pi, dl vectoriel pm sur pm cube, et on va multiplier scalairement ce champ par uz, puisqu'effectivement, on a vu que dB était seulement sur uz. Donc on aura la totalité du champ dB. On va repérer le point P par des coordonnées sphériques d'origine M. Ça va nous permettre d'exprimer en particulier pm et pm cube de manière plus simple. L'élément dl de la boucle va être collinéaire à UFI. Donc en fait, en utilisant les coordonnées sphériques, on exprime facilement dl pm dans la base sphérique. Avec R, le rayon du solénoïde, dl, l'élément de longueur, va être égal à R déφ UFI.
MP égale à RUR en coordonnées sphériques. Donc finalement, en inversant le produit vectoriel, on obtient que dB scalaire UZ, on va pouvoir mettre mu0 DI sur 4pi en facteur de la somme, puisqu'il ne dépend pas du point P. On va pouvoir aussi distribuer le produit vectoriel par rapport à la somme par UZ, puisque UZ ne dépend pas non plus du point P, pour se retrouver avec la somme de RUR, vectoriel R défi UFI sur R cube UZ. Donc on a remplacé PM par moins RUR et on a inversé le produit. On a commuté le produit vectoriel. Ici on va donc obtenir UR vectoriel UFI. UR c'est le premier vecteur de la base sphérique, UFI c'est le troisième vecteur de la base sphérique. Donc on va obtenir l'opposé du deuxième vecteur de la base sphérique, à savoir moins Uθ pour le produit vectoriel. On a une simplification par R. R va être indépendant du point P, c'est-à-dire la distance des points P à M est indépendante de la position du point P. On va donc pouvoir le sortir de la somme, le factoriser, ainsi que grand R. On va obtenir somme de moins Uθ scalaire UZ défi. Bon, il suffit de calculer maintenant ce produit scalaire. C'est le produit scalaire entre un vecteur de la base cartésienne ou cylindrique UZ et un vecteur de la base sphérique. Θ est l'angle entre UR et UZ. Donc Uθ scalaire UZ va donner moins sinus θ. Et on aura donc moins Uθ scalaire UZ qui va donner sinus θ. Cet angle θ va être aussi indépendant du point P. On va donc pouvoir le sortir lui aussi de la somme. Et on obtient finalement somme de défis pour l'ensemble de la boucle. On fait un tour complet, donc phi va varier de 2π. On va donc obtenir un dB égale à mu0r di sinus θ 2π sur 4πr carré. Et 2π va se simplifier avec une partie du 4π. On va donc obtenir finalement mu0r di sur 2r carré sinus θ. Alors ici, pour repérer ici le point P, ou du moins la boucle de courant par rapport à M, on s'aperçoit que petit r et θ ne sont pas des grandeurs indépendantes, donc on peut choisir de remplacer soit θ par r, soit r par θ. Il se trouve qu'il est plus simple pour le calcul du champ créé par la répartition complète d'utiliser l'angle θ. Donc le 1 sur r carré va donner du sinus carré θ sur grand R carré. Et finalement, après simplification, on obtient cette expression dB pour le champ magnétostatique créé par cette boucle de courant. On s'aperçoit que si on avait pris ici, au lieu d'avoir la boucle de courant ici élémentaire du solénoïde, une spire, on aurait tout simplement ici une intensité DI égale à grand I. Et le champ magnétostatique de la spire, ça sera mu0 I sur 2R sinus cube θ, UZ, R étant le rayon de la spire. Donc il peut servir à la fois de première étape du calcul du champ d'un solénoïde ou bien directement du champ créé sur l'axe d'une spire filiforme. Pour le solénoïde, on va faire la somme de ces boucles de courant. Là, on va déjà les faire pour un solénoïde fini. Donc on va prendre ici un solénoïde qui est bien limité par... Alors on va toujours utiliser le point M comme point origine. On va limiter ici la hauteur des boucles de courant par un Z1 et un Z2. Et on va dire que donc le champ total créé par la répartition, c'est la somme des dB créés par chaque boucle de courant. On a l'expression de dB obtenue tout à l'heure, avec DI égale à JS dz ou NI dz. On obtient finalement que B de M, ça va être la somme donc de Z1 à Z2, mu0 NI sur 2R, sinus cube θ dz. Il est à noter que θ va dépendre de Z, donc on ne peut pas factoriser dans cette somme tout ce qu'on veut. Il va falloir choisir soit de décrire la position du point P par Z ou par θ. En fait, il est plus simple de décrire cette position par θ. Donc il va falloir relier Z et θ. On aura ici, tangente θ égale à R sur Z. Donc finalement, dz égale à moins R sur sinus carré θ dθ. Après calcul, on peut utiliser la dérivée de cotangente θ. Donc en remplaçant dz en fonction de dθ par un changement de variable, on va obtenir
eh bien la somme va se faire cette fois-ci non plus de Z1 à Z2, puisqu'on a fait un changement de variable, mais de θ1 à θ2, attention, bien respecter les bornes. Donc mu0 ini sur 2, les R vont se simplifier, on n'a plus que, eh bien, sinus cube θ va se simplifier avec sinus carré θ pour donner un sinus θ dθ. Pas oublier le moins ici. Donc soit on inverse les bornes, soit on intègre directement le sinus θ dθ en moins cosinus θ entre θ1 et θ2. Ce qui va nous permettre d'avoir le champ B de M, mu0 ini sur 2, cosinus θ2 moins cosinus θ1 uz. Donc important hein, de bien déterminer les bornes. Puis on risque facilement d'obtenir un champ qui serait opposé à celui-là. Pour le solide infini, ben, il n'y a plus qu'à passer à la limite. Donc l'angle θ2 va tendre vers 0. La partie supérieure s'éloigne de M. L'angle θ1 lui va tendre vers pi, donc cosinus θ2 va tendre vers 1 et cosinus θ1 va tendre vers moins 1. Donc finalement, notre B sur l'axe va tendre vers, eh bien, cosinus θ2 moins cosinus θ1 va tendre vers 2. On aura mu0 ini. C'est la valeur qu'on avait eh bien, annoncée dans la vidéo 811 sur l'utilisation du théorème d'Ampère pour le calcul du champ magnétostatique d'un solénoïde. Donc finalement, hein, on retrouve que B à l'intérieur du solénoïde vaut la valeur du champ sur l'axe, à savoir ici effectivement mu0 ini, et qu'à l'extérieur, eh bien, le champ vaut B0 moins mu0 JS, avec la relation entre JS et ini pour passer d'un solénoïde avec une description surfacique à un solénoïde avec une description en termes de circuit filiforme. On obtient bien un champ à l'extérieur du solénoïde qui est nul.